Écoute, t'as capté, on a une petite habitude, c'est qu'on fait on enregistre une présentation. Grégoire enregistre une petite présentation. D'accord, ok. On en a enregistré une pour toi. Ok. On va te la faire écouter et tu nous dis ce que t'en penses. Ça marche. L'invité de cet épisode est le CEO de l'entreprise Vizoom, un développeur expérimenté. Sur TikTok, Instagram et YouTube, il nous fait découvrir les secrets du hacking et les curiosités de l'OSINT. Mais si, vous savez, les méthodes open source pour trouver des données. Bon d'accord, de l'extérieur c'est un truc de stalker, mais c'est légal. Vizoom c'est aussi un service pour découvrir les outils utilisés par vos prospects afin de les toucher efficacement. Rassurez-vous, il ne vous hackera pas, en tout cas, il ne laissera pas de traces, ça c'est sûr. TikTok l'a censuré, nous on va l'écouter. Voici Ilyes Graffion. Qu'est-ce que t'en penses? Bah déjà trop cool comme présentation. Ça te convient? Ouais, clairement. C'est clair, c'est honnête, on manque pas des choses. Non, franchement, je trouve vraiment impressionnant le fait que vous ayez réussi à synthétiser un petit peu tout ce qu'on fait, que ce soit sur les réseaux ou même avec nos clients, avec notre agence et notre boîte. C'est des notions qui sont pas faciles à assimiler, donc franchement, c'est très très cool. Et oui, effectivement, je ne vais hacker personne. Je ne fais rien d'illégal, bien évidemment. Tu peux expliquer peut-être comment on s'est rencontrés? C'était, je crois, en janvier ou février, j'étais venu vers toi. Ouais. Parce qu'en fait j'avais découvert ton agence via Micode, donc Michael, que j'avais rencontré à Brest lors du Unlock Your Brain, qui est une conférence sur les sujets du hacking, l'OSINT, la cybersécurité. Et en fait je me suis intéressé un peu plus à vos parcours, donc je vous ai stalké, hein, on va dire les choses clairement. Et en fait je souhaitais vraiment vous rencontrer parce que moi je savais que tu avais une agence pour accompagner les créateurs dans le marketing d'influence, trouver des clients, etc. Et vu qu'en parallèle en fait je me lançais sur la création de contenu sur TikTok et que ça devenait viral au même moment, en fait je me suis dit je vais me rapprocher des créateurs et des entrepreneurs dans ce secteur qui m'inspire. Et je crois que je t'avais envoyé un mail en fait en copie avec le créateur de Just Media qui s'appelle maintenant Bloom Media, il me semble, qu'on reçoit dans le prochain épisode. Cool. Et donc en fait du coup tu me contactes, au final on se prend un verre, vous venez au bureau c'est ça, avec ton associé et Mathéo de chez anciennement Ujus, nouvellement Bloom. Et en fait on passe je sais pas quoi 2 heures à discuter, à échanger sur tout ce qu'on fait respectivement, etc. Et ça matche bien. Après on s'est revus, etc. C'est ça. Et c'est cool quoi, tout simplement. Donc rencontre. C'est toi qui as juste envoyé un mail en mode viens on prend un verre. J'ai fait bon go. Mais en fait très cool quoi. J'ai apprécié que t'aies tendu la main en retour parce que c'est pas toujours le cas avec des gens que je contacte. J'essaie toujours de rencontrer des personnes qui ont à peu près le même profil que moi ou qui ont des entreprises dans les secteurs qui m'intéressent. Et justement je trouve que c'est comme ça en fait qu'on en grandit, on se soutient, on s'apporte des conseils, on apprend des choses et en fait c'est ce qui fait la force de l'entrepreneuriat en fait. C'est pas en restant dans son coin que tu évolueras plus vite, au contraire tu peux même régresser et ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je fais cet effort là toujours d'aller vers les gens quoi. Mais ouais de ouf, ça c'est impressionnant parce que c'est vrai que tu fais vraiment cet effort là hyper naturellement, enfin en tout cas moi je vois avec nous avec moi même quand c'était vraiment en mode salut on fait ça, est-ce que t'es chaud, on se rencontre. Il y avait pas spécialement d'aspect genre t'avais pas un truc à me vendre directement derrière, ou c'était juste en mode et pourtant on a bossé ensemble en fait. L'idée là c'est peut-être de se focus un petit peu plus sur la partie création de contenu de Vizoom. Pour replacer un peu le contexte, en gros Vizoom à la base c'était vraiment une entreprise pour la prospection, pour aider en fait les entreprises à mieux qualifier leurs prospects en fait, ou leurs leads. Et donc pour ça en fait on faisait appel à on le fait toujours d'ailleurs, à des techniques d'open source intelligence pour pouvoir en fait enrichir ces données et avoir un maximum d'informations sur ces personnes là. Donc ça c'était au tout début. Ensuite moi j'ai vraiment donc très concrètement en fait moi je te contacte en disant je cherche à trouver des leads ou des personnes qui sont plus ou moins dans tel secteur d'activité, dans plus ou moins telle taille d'entreprise et dans plus ou moins tel poste, et toi avec tout ton scrapping de data que tu fais, t'arrives à me trouver le nom de la personne, son mail pro et potentiellement son numéro de téléphone, le poste dans quelle entreprise elle est, etc. C'est ça, exactement. En utilisant uniquement des choses qui sont disponibles en fait. C'est ça, en fait on utilise vraiment que des outils open source qu'on développe et on fait en fait ce qu'on appelle de l'enrichissement en cascade, c'est-à-dire en fait à partir d'une information on va pouvoir en trouver d'autres et ainsi de suite.
Et donc oui, voilà, effectivement, on accompagne aujourd'hui les entreprises à créer des process, des workflows en fait, pour justement récupérer des données qui les aideront en fait à vendre plus et surtout à mieux vendre au bon moment, parce que ça aussi c'est important aujourd'hui. Les gens en fait envoient des messages à tout va et n'importe comment et pas forcément au bon moment. Et nous en fait on est là pour accompagner les entreprises, à les éduquer sur cette problématique pour que justement ils fassent les choses bien, tout simplement. Moi, j'ai une question déjà. On en a déjà parlé, j'ai un peu la réponse, mais comment t'en viens à... Mais c'est intéressant de l'expliquer pour les gens qui nous écoutent, mais comment t'en viens à... T'es une boîte qui a purement un service destiné aux entreprises. La majorité des boîtes qui font ça, en fait, ne créent pas de contenu. Et c'est une erreur à mon sens, et je sais que t'es d'accord avec moi là-dessus, mais ne créent pas de contenu. Et comment t'en viens à lancer un compte TikTok, puis un compte Instagram, qui au final... se mettre à être des comptes qui marchent bien, quoi, qui marchent vraiment bien en termes d'audience. En fait, j'envisageais de le faire depuis 6 mois avant que je me lance. J'ai toujours été intrigué et passionné en fait par le marketing d'influence, les communautés qui se forment autour des créateurs, quel que soit le sujet. Et moi, je trouvais en fait nos sujets passionnants et je voulais le partager en fait au plus grand nombre et de manière vulgarisée, parce que tout ce qui est open source intelligence, informatique, le hacking, c'est des notions qui restent très obscures et flou pour les gens. Et en fait, le fait de créer du contenu autour de ça pour un petit peu démystifier ces notions, ça a attiré beaucoup de gens. Et le compte, surtout le compte TikTok, a grossi très très vite, est devenu viral. Et en fait, oui, mon objectif, c'était vraiment de diffuser au plus grand nombre ce contenu vulgarisé pour avant tout apporter du savoir et développer en fait la curiosité des gens et pourquoi pas aussi créer une communauté autour de ça et l'utiliser plus tard en fait pour d'autres projets. Ok. Et pour quelqu'un qui connaît pas le compte Vizoom aujourd'hui, comment tu dis Vizoom, Visum? Ça se dit Vizoom. En fait, c'est du latin vision. Ok. Mais voilà, ça se dit aussi Visum en anglais. Quand je continue à dire Vizoom du coup. Si tu devais décrire le type de contenu que vous faites et que vous partagez et que vous diffusez sur TikTok, à quelqu'un qui le connaît pas et qui a jamais regardé, tu t'en parles à quelqu'un une soirée ou dans la rue ou je sais pas en famille ou voilà, tu l'expliquerais comment c'est quoi l'objectif en termes de contenu qu'on va retrouver sur les comptes. L'objectif du contenu suit toujours à peu près la même trame, c'est-à-dire une problématique ou une solution, c'est-à-dire par exemple retrouver l'adresse mail de quelqu'un, savoir qui a ce numéro, comment trouver le compte Instagram à partir d'un profil Tinder. En fait, je prends des notions qui sont accessibles pour que les gens puissent se projeter, comprendre un peu l'objectif de la vidéo. Ensuite, je vais la découper en fait en plusieurs parties, c'est-à-dire j'explique le pourquoi du comment et comment y arriver, avec une conclusion évidemment en disant si c'est illégal ou pas, parce qu'il y a des pratiques qui restent quand même illégales et c'est juste pour que les gens puissent s'en protéger ou justement mieux comprendre comment ça marche. Sensibiliser en fait. C'est ça, exactement. Mon but est aussi de faire de la sensibilisation. Et donc, moi, quand je présente la chaîne, en fait, je le présente de cette manière-là, en fait. Pour faire ta veille sur ces sujets-là, pour suivre ce qui s'y passe, etc., tu regardes quoi, tu consommes quoi, tu lis quoi aujourd'hui pour t'informer sur ces sujets-là et où tu le consommes aussi? Alors, je consomme énormément sur Twitter. Je follow pas mal de comptes de personnes qui font de la cybersécurité. C'est un peu comme ça que je développe tous les jours mes techniques pour du scrapping ou de la cybersécurité, parce qu'il y a une communauté qui est assez active sur Twitter. Il y a aussi une très forte communauté dans l'OSINT, donc l'Open Source Intelligence en France. Je pense notamment à OSINT.fr qui ont un Discord et un site avec les différents outils qui peuvent être référencés dessus. Est-ce que peut-être tu peux revulgariser juste OSINT pour les gens qui savent pas ce que c'est? Ouais, alors l'OSINT, donc ça vient de Open Source Intelligence. Donc c'est le fait en fait de partir d'une donnée et d'en trouver une multitude à partir de celle-ci en faisant en fait du pivotage, tu vois, du pivot. Très concrètement, ça ressemble à quoi? Très concrètement, je connais ton nom, prénom, je vais faire une recherche sur Google pour essayer de trouver ton compte LinkedIn. À partir du compte LinkedIn, je vois dans quelle société tu travailles, donc à partir de là, je peux essayer de reconstituer ton mail pro,
Donc ça me fait déjà un point de contact qui est ton adresse mail. Ensuite, à partir de l'adresse mail, je vais pouvoir essayer de m'inscrire sur des sites ou des réseaux sociaux pour voir si le compte est déjà pris ou non. Et si c'est le cas, je peux en déduire que tu as un compte sur ces plateformes-là. Et donc, en fait, au fur et à mesure, tu peux constituer toute une arborescence avec énormément d'informations à partir des informations qui sont disponibles sur Internet, qui sont open source. C'est de là que ça vient, en fait, libre d'accès. Et donc, voilà. Donc en fait, tu passes de rebond en rebond, d'un élément, t'en trouves un autre, de cet élément-là te permettre d'identifier s'il y a une présence ou non sur les autres éléments, c'est ça, etc. Et de en fait faire des rebonds pour réussir à trouver les informations que tu cherches à trouver et les contacts que tu cherches à trouver. En général, c'est plutôt du fait de qualifier un mail ou de qualifier un nom ou de qualifier une personne pour savoir où il est, sur quoi il est présent, etc. C'est ça. Aujourd'hui, toi, quand tu vas créer un contenu pour TikTok ou autre, comment tu fonctionnes? C'est quoi ton process de réflexion? Est-ce que tu l'écris le contenu? Est-ce que juste t'as l'idée qui pop et en fait tu le craftes en même temps que tu t'ajoutes une brique puis une autre et à la fin t'as un contenu? Est-ce que tu réfléchis à ton storytelling, comment tu t'amènes le sujet? Comment tu procèdes un peu aujourd'hui? Moi au début je faisais ça un peu à l'arrache, dans le sens où genre quand j'ai trouvé ma formule magique entre guillemets sur TikTok, qui est, tu peux l'expliquer un peu? Oui, qui est en fait vous pouvez regarder les vidéos, elle respecte à peu près toujours le même format, c'est-à-dire il y a un hook, donc en gros il y a ce qu'on appelle l'hameçonnage, c'est-à-dire soit un titre un peu putaclic ou qui n'est pas souvent abordé, pour attirer la curiosité des gens et pour les forcer à s'arrêter sur la vidéo. Donc pour avoir c'est vrai qu'aujourd'hui le hook est hyper important. C'est qu'est-ce qui fait que t'as un démarrage qui tout de suite va susciter de la curiosité et que les gens vont s'arrêter dessus et vont vouloir savoir pourquoi. Et là tu peux en fait, le hook est la manière de garder la personne pour pouvoir commencer ton storytelling. Et franchement ça m'a déjà joué des tours, c'est-à-dire des fois j'ai bâclé des hooks et ça s'est vu directement sur les performances parce que les gens ne s'arrêtent pas sur la vidéo même si elle reste intéressante. Donc il y a le hook, et des fois ce que je fais aussi c'est un double hook, c'est-à-dire en gros je vais utiliser des termes genre utilisés par des hackers, utilisés par le gouvernement, ce genre de termes en fait qui font que l'auditeur va rester en fait plus longtemps sur la vidéo parce que c'est des termes qui vont l'interpeller en fait. Donc je fais soit un seul hook ou deux, et ensuite je développe un peu le concept, le sujet de la vidéo, et je finis toujours par une conclusion, un call to action en fait qui justement va influencer ou donner envie en fait aux viewers de s'abonner à la chaîne ou d'aller sur le Discord, de commenter. En fait, c'est super important de mettre à la fin d'une vidéo un call to action, parce qu'il faut garder en tête que quand on publie une vidéo, il y a toujours un objectif derrière. Donc que ça soit je sais pas, agrandir sa communauté, vendre plus de formations, ça dépend vraiment, ça dépend les créateurs quoi. Alors au début j'ai surtout expliqué des notions ou des sujets que je connaissais déjà en fait, que je pratique tous les jours dans mon métier ou que je connais de base. Et puis quand ça a commencé un peu à réduire, j'ai commencé à faire de la veille en fait, à mettre en place un système de veille où justement j'ai toujours un flot continu d'idées pour créer du contenu. Et par la suite en fait j'ai recruté Selma qui est dans mon équipe, qui m'aide beaucoup à créer du contenu. Donc on en reparlera peut-être après. En fait j'ai réussi à déléguer cette partie là et à automatiser entre guillemets cette partie de création de contenu qui respecte en fait toujours le même schéma de vidéo et qui marche toujours en fait aujourd'hui, même si j'ai passé la main à 100% en fait. Et donc tu nous disais t'as ton hook, ton double hook, ton call to action à la fin, mais est-ce que tu as une manière spécifique de travailler l'entre-deux? Donc en fait entre le call to action et les hooks, donc effectivement j'essaie toujours de créer un fil conducteur pour garder en fait l'auditeur jusqu'au bout de la vidéo. Donc c'est très dur en fait c'est le plus dur pour moi, le fil conducteur, parce que c'est le nerf de la guerre en fait, c'est là où tout le watch time se fait, et pour garder l'auditeur jusqu'au bout, faut vraiment créer quelque chose d'intéressant pour le captiver, et pour ça il faut vraiment ultra simplifier certains termes techniques, surtout dans ta thématique. C'est ça, c'est surtout dans ta thématique par rapport à d'autres quoi. C'est ça, en plus c'est une niche, le hacking, l'open source intelligence, c'est pas le genre de contenu que les gens sur lesquels consomment quoi. C'est ça. Donc c'est comment tu arrives à frapper par le hook
quelqu'un qui peut y être sensible ou que ça peut intéresser même s'il y connaît rien, et comment dans l'histoire et comment tu la racontes, t'arrives à avoir quelque chose qui reste suffisamment accessible pour pas qu'il y ait juste le hook et qu'en fait t'as une grosse déception derrière où la personne en fait il ne comprend rien parce que c'est 1000 fois trop technique et tu les perds. Et en même temps t'as une notion et qui est principalement liée à TikTok ou au contenu court en tout cas, qui est tu dois vraiment avoir un truc très intense, très condensé, très rapide, et qui dure pas 3 minutes, ça doit être très efficace, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, l'exercice le plus dur, c'est de réussir à condenser en 30 secondes, en général, je tourne autour de cette durée-là, un concept ou une notion que je présentais de manière simplifiée. Effectivement, t'as parlé des vidéos pour illustrer, en fait, les termes techniques, ou le fil conducteur, et donc, effectivement, c'est très important aussi de faire un parallèle avec des vidéos pour que les gens puissent se projeter, mieux comprendre, d'illustrer ton propos en fait que c'est ça, exactement, et rendre tout ça dynamique avec la voix off, synchroniser les images sur les sujets qui sont abordés. Tu sous-titres toi ou pas sur TikTok? Ouais, clairement. En fait, avec Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel de montage, il y a une fonctionnalité qui est juste géniale, qui permet de générer automatiquement les sous-titres, qui parfois te fait des trucs un peu, tu dois un peu les retravailler des fois parce que oui c'est sûr. Ça m'est déjà arrivé de poster une vidéo avec une faute d'orthographe aberrante, mais bon, ou des fois ils t'identifient mal un mot, mais globalement ça marche vraiment plutôt très bien, c'est assez impressionnant. Ça fait 95% du taf, ça t'aide de ouf, et ça te les synchronise bien déjà de base. Parfois t'as juste un tout petit peu à les bouger, mais franchement globalement le truc te mâche, c'est ça. 95% de travail, c'est assez impressionnant. Vu qu'on parle des sous-titres aussi, je pense que moi j'ai eu un retour assez intéressant là-dessus. Les sous-titres au début, je mettais ça un peu sur 2 lignes, et donc les gens, pouvaient se perdre facilement en lisant les sous-titres. Et du coup, moi j'utilise une technique, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, mais quand tu génères des sous-titres, tu peux choisir le nombre de mots qui est affiché sur la vidéo. Et moi, ce que je fais en général, je fais genre 2 mots max. Ce qui fait qu'en fait les sous-titres sont ultra dynamiques, et en fait l'auditeur il a pas le temps de décrocher de la vidéo. Et ça aussi c'est quelque chose de très puissant que les créateurs utilisent de plus en plus, c'est-à-dire des sous-titres dynamiques mais aussi très courts et qui défilent très vite. Voilà. Grave intelligent de faire ça. J'avoue, j'ai jamais réfléchi à ça à titre perso. C'est ça. Et c'est vrai que c'est hyper, en fait, c'est vraiment des concepts que tu pousses au maximum. Tu peux pas te perdre ou lire plus vite que la voix off et donc attendre donc t'enchaînes tellement vite que c'est ça. C'est grave intelligent. C'est exactement comme quand tu vas faire une présentation PowerPoint, je sais pas, à ton entreprise ou à l'école. On te dit souvent de pas surcharger tes slides parce que sinon, en fait, le jury ou l'auditeur en face de toi, au lieu de t'écouter, va juste lire ce qu'il y a marqué dessus, tu vois. Et il y a des gens, au lieu de synthétiser une idée sur une slide, par exemple, va écrire tout un pavé. Et au final, la personne va même pas écouter le présentateur dans un sujet en particulier, et va juste lire en fait et se perdre dans ce qu'il lit, parce qu'en même temps t'as quelqu'un en fond qui parle, quoi. Donc vraiment c'est un bon parallèle à faire pour mieux comprendre pourquoi il faut utiliser les sous-titres de cette manière-là et pas d'une autre. Enfin, Vizoom ça vient de TikTok à la base. Le premier compte était sur TikTok, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et ensuite t'as porté ça sur Insta. Alors pour porter la partie vidéo, c'est assez simple. En fait t'as juste uploadé la même chose côté Insta, j'imagine. Mais tu parlais de carrousel. Comment t'as essayé de t'adapter à une nouvelle plateforme? Pareil pour YouTube, comment t'as essayé de t'adapter à une nouvelle plateforme où t'en es, parce que peut-être t'as encore des choses que t'as pas fait, que t'as envie de faire, mais comment t'as fait comment t'as réfléchi ça? Est-ce que tu t'es dit bon en fait je vais juste dupliquer, je vais balancer sur Insta la même chose, puis après tu t'es dit mais en fait c'est cool de faire des contenus peut-être un peu plus spécifiques au mode de consommation que propose Instagram, même si Instagram et TikTok commencent à doucement mais gentiment se rapprocher et proposer des modes de consommation assez similaires. Je sais pas si t'as vu la mise à jour Instagram qui est pas encore chez tout le monde. Insta jusqu'à présent c'était vraiment une espèce de page infinie qui défilait, mais c'était une page, c'est à dire que tu c'est pas comme TikTok où tu swipais d'un contenu, t'as un contenu, tu le swipes, t'en as un autre, tu swipes, t'en as un autre. Là c'est vraiment une page où tu peux afficher plus ou moins 2 contenus, 3 contenus en même temps en fonction de comment tu scrolles, et tu vas osciller entre vidéo et photo. La dernière mise à jour d'Instagram, qui je pense est encore un peu en forme de bêta ou d'A/B testing, où ils l'ont mis chez des gens, pas chez d'autres, etc. Où en gros tu lances Insta et en fait ça devient un TikTok. C'est-à-dire que tu vas avoir les photos, les vidéos de tes potes ou d'autres, mais t'as un contenu affiché à la fois, tu regardes, ça te plaît pas, tu swipes. Ça te plaît pas, tu swipes. Moi mon guess là-dessus, c'est que déjà donc ça ressemble
fort à TikTok de ce point de vue-là. Ouais. Et ce que je pense, j'en suis pas certain parce que personne de chez Insta me l'a dit, mais ce que je pense, c'est que pour eux, c'est beaucoup plus facile de savoir quel contenu tu consommes pendant combien de temps pour pouvoir te pousser derrière via l'algo un contenu qui est plus cohérent par rapport à ce que toi tu cherches à regarder. Tu vois, là où TikTok est très très fort, c'est que ils ont énormément de data sur le contenu que tu consommes, sur ce que tu as regardé, pourquoi ça a percé. Ils ont un algo derrière qui leur permet, et si tu as interagi avec, et le Graal, c'est si tu as mis un like et un commentaire, etc., ton feed va être complètement différent du mien, va être complètement différent de celui de Grégoire qui est à la régie, va être, tu vois, ça s'adapte vraiment énormément à la personne qui consomme, parce qu'en fait, l'algo s'enrichit par le temps que tu passes sur chaque contenu. Et je pense que Insta fait ce move-là pour aussi avoir cette info-là et pour gentiment mais sûrement te proposer de plus en plus de contenu de gens que tu ne suis pas forcément. Insta à l'époque c'était 90%, 95% de contenu de gens dont tu t'es abonné, tes potes, et un truc très cercle privé. Aujourd'hui, TikTok n'est pas du tout dans ton cercle privé. C'est-à-dire quand tu consommes du TikTok, t'as beau avoir 25 potes qui font des TikTok, t'auras pas que tes 25 potes dans ton feed. T'auras un petit peu de tes potes, avec 15% peut-être, et tout le reste, ça sera du contenu que la plateforme te poussera elle-même. Et c'est pour ça que pour les créateurs aujourd'hui, TikTok est la plateforme la plus accessible parce que la découvrabilité est hyper forte. C'est-à-dire que tu peux venir de nulle part, si t'as un contenu cool et qui marche, en fait la découvrabilité est super puissante. D'abord tu mets toutes tes vidéos TikTok sur Insta, globalement. C'est ça, même sur YouTube avec les shorts. En version shorts, ouais. Ensuite, je voulais plus m'adapter au code de chaque plateforme. C'est-à-dire en gros TikTok, c'est beaucoup aussi de contenu plus spontané. Donc j'ai commencé à faire des vidéos avec un personnage qu'on a créé de toutes pièces avec mon équipe. On a voulu créer un sorte de héros en fait qui guide les gens en fait dans cet univers qui est assez peu connu, un peu dans l'ombre. Et donc il s'appelle Visum, donc le même nom que notre entreprise. Donc c'est lui un peu ce héros. Et effectivement, on essaie de construire un univers tout autour de ce personnage. Donc là, par exemple, on a un freelance qui est en train de nous faire des modèles 3D. Je sais pas si tu les as vus passer. Ils sont incroyables. J'ai vraiment trop hâte. Je les ai pas vus passer, mais tu m'en as parlé. Là, il les a terminés, donc j'ai vraiment trop hâte de lui donner vie à travers des vidéos ou à travers du contenu. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans cette fabrication de héros et de son univers, c'est que en fait, les gens, pour moi, quand ils regardent du contenu, ils associent ça à un créateur, d'accord ? Donc, par exemple, je vais consommer du Micode, c'est parce que le créateur, je l'aime bien et j'aime aussi le contenu qu'il fait. Parce qu'il est un peu personnifié en fait, ou représenté, ou voilà, il y a quelqu'un qui incarne. Donc, c'est ça en fait, beaucoup de créateurs sont suivis pour leur personnalité, pour leur manière de parler. Tu regardes les grands streamers style Kameto, Squeezie, tout le monde les suit, pas forcément pour le contenu qu'ils font, mais pour la personne qui sont quoi. Enfin, ce que je trouve dommage et un peu dangereux là-dedans, c'est que essayer de faire du personal branding sur son entreprise, j'ai des exemples, genre par exemple je pense à Guillaume Houbèche, donc le fondateur de Lemlist, exactement. Il a un personal branding qui est très fort et la stratégie de ces différents produits est très largement appuyée là-dessus. Personal branding, en fait, c'est la marque que tu vas créer autour de ta personne. C'est comment tu vas raconter une histoire autour de ta personne, souvent pour ta boîte. Par exemple, le personal branding de Guillaume Houbèche, donc qui est le fondateur de Lemlist, est très puissant. C'est-à-dire, c'est l'histoire qu'il a racontée autour de son aventure, de la création de Lemlist, du fait qu'ils aient explosé tous les scores très rapidement, qu'ils soient développés très très vite, etc. De l'histoire de l'entreprise, tout ça, que lui a incarné. Et donc c'était là la tête visible de Lemlist, bien qu'il y avait plein de gens autour. Pourquoi je parle de ça, c'est parce que finalement aujourd'hui quelqu'un qui va s'identifier à Guillaume Houbèche, ça va pas toujours être le cas, je pense. Je prends son exemple, j'ai rien contre lui, au contraire j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne, mais je trouve que c'est une stratégie qui peut marcher sur le long terme, mais le jour où par exemple Guillaume Houbèche quitte son entreprise et donne la main à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Il y a des avantages et des inconvénients en fait dans l'incarnation de boîte ou même de chaîne YouTube, de compte Instagram, etc. C'est que t'as ce côté hyper fort, je pense,
c'est incarné, donc c'est quelqu'un, et donc les gens peuvent s'identifier, etc. Mais en fait, à partir du moment où tu peux t'identifier, ça veut dire que tout le monde ne peut pas s'identifier. C'est-à-dire que toi, tu vas t'identifier à tel type de personne ou tel type de profil, etc. En fonction de tes goûts et tes appétences, mais d'autres qui ont des goûts différents vont moins s'identifier. Donc déjà, t'as ce côté double tranchant qui est, ça va séduire beaucoup plus d'autres personnes que si t'incarnes pas, mais en même temps ça va limiter qui peut s'identifier parce que tu représentes ou pas les personnes en fonction de leur goût et de leur couleur, quoi. C'est ça. Pour compenser ça, du coup, moi je me suis dit je vais créer en fait un personnage dans lequel tout le monde pourrait s'identifier, et surtout un personnage masqué, tu vois. Et en fait, pour moi, l'avantage de faire ça, c'est que n'importe qui dans l'équipe ou n'importe qui dans la communauté pourrait faire du contenu en fait avec ce masque, avec s'imprégner et s'approprier cet univers, en fait, si tu veux. C'est comme les gens qui kiffent les BD, les mangas de super-héros, etc. En fait, je veux donner la même chose, en fait, le même ressenti chez quelqu'un. C'est vraiment qu'il a l'impression d'appartenir à tout un univers, pas juste de suivre une personne, mais vraiment un univers à part et de suivre un héros. Et c'est aussi un personnage qui évolue avec la communauté. C'est-à-dire, en gros, l'objectif, c'est que tout le monde y participe, c'est la communauté qui fait grandir la marque et le personnage, en fait. Et c'est eux qui vont lui donner, c'est eux qui vont lui donner vie, quoi. Là, t'es dans la phase, j'ai commencé à créer une communauté, ça marche même plutôt bien. Comment après tu commences à l'incarner, à créer une histoire, un personnage autour de ça. Et puis après, c'est comment on va en parler juste après, mais comment tu commences à créer un business autour de ça. C'est ça, aussi. Comment tu monétises ton audience. Comment tu monétises ton audience. Est-ce que tu as réussi à un peu identifier qui était un peu ton audience? Tu as réussi un peu à identifier ça, à trouver des traits communs entre les gens ou... Donc il y a beaucoup de jeunes dans le lot. Quand je dis jeunes, ça va de 12 à 18 ans. Donc c'est principalement des personnes curieuses qui ont déjà un pied dans l'informatique ou dans ces domaines-là. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui ont découvert le compte par hasard et qui kiffent le contenu. Donc je reçois beaucoup de messages de soutien, de remerciements, parce qu'il y a aussi de la sensibilisation. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais dans cette audience-là, en fait, elle n'a rien à voir avec nos clients principaux aujourd'hui, parce qu'on a commencé par du B2B avec Vizoom. Là, ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est des profils totalement différents. Et c'est des gens, en fait, qui veulent développer leurs connaissances sur le hacking, la cybersécurité, l'open source intelligence. Pourquoi pas gagner leur vie avec ça. Et donc, oui, l'objectif, en fait, c'est de cibler ces gens-là, parce que c'est à eux que le contenu va leur parler le plus. Typiquement, on a créé un Discord communautaire où on est déjà plus de 1000 ou 1200, je sais plus, et je ne fais absolument rien sur le Discord. C'est-à-dire, je ne participe quasiment pas. D'une part parce que j'ai pas encore le temps, mais les gens, je suis impressionné à quel point ils sont solidaires entre eux et ils s'apportent mutuellement du savoir, du soutien, des projets qui se créent tout seuls. Et je trouve ça vraiment passionnant, en fait, de voir à quel point tout ça, c'est en ébullition et ça évolue tout seul. Et c'est ça ce que je disais, va faire grandir la marque, le personnage, l'univers. En fait, c'est la communauté qui va me donner la voie, en fait, à suivre. Parce que quand je me suis lancé, j'avais aucune idée de ce que ça allait donner, en fait. Est-ce que toi, tu as eu le sentiment à un moment de t'adapter par rapport à ce qui avait pu marcher, au retour qu'avaient pu avoir les gens, ou, tu vois, est-ce que tu as des fois le sentiment de faire du contenu pour qu'il marche versus faire du contenu que tu trouves pertinent? C'est très important de regarder les vidéos qui fonctionnent le plus, en fonction de la thématique, en fonction de la manière dont tu l'as raconté, le sujet qui a été présenté. Petite anecdote marrante, moi je reçois énormément de messages aussi de personnes qui veulent stalker leur ex ou leur crush. C'est souvent les messages que reçoivent les mecs qui sont dans le hacking ou genre du domaine. Genre oui. Est-ce que tu pourrais trouver le compte Insta de ma meuf? Elle l'a perdu. Oui, voilà. Oui. Ouais, il y en a qui essaient de faire de passer ça comme ça. Moi, oui, j'ai perdu mon compte. Est-ce que je te donne mes identifiants, tu peux trouver le mot de passe. C'est ça. Ou alors oui, je joue à tel jeu. Est-ce que tu peux me donner des V-Bucks, tu vois, sur Fortnite, des trucs comme ça, tu vois? Bon, non. Réponse à tout le monde, non. Moi, je
je prends même pas le temps de répondre à ce genre de message parce qu'en fait j'en reçois tellement que je peux pas dire non à tout le monde. Mais oui, j'ai déjà fait des vidéos où je rappelais quand même aux gens que c'est pas ça l'esprit de la chaîne et ça reste quand même des pratiques illégales. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir à quel point et je pense que il y a beaucoup dans les abonnés, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont été attirés par un contenu qui allait dans le sens qu'ils voulaient et qui pensaient en fait que j'allais leur donner les clés en main pour le faire, tu vois. Alors que non, le message de base c'est de la prévention et de la sensibilisation et mieux comprendre. Apprends en 3 étapes à récupérer le mot de passe de ton ex, quoi. C'est ça du tout. C'est ça, c'est pas ça le message. Et aujourd'hui, dans ta logique de création, par exemple, quand tu identifies un sujet avec Selma, du coup, ou quand Selma identifie un sujet et que tu repasses dessus, est-ce que tu as une vraie réflexion de production 360 ? C'est-à-dire, tu te dis, je sais pas, je vais identifier un sujet sur un hacker en Russie, j'en sais rien, je dis des conneries, hein, mais un hacker en Russie, et donc, de ce hacker en Russie-là, je vais faire un contenu TikTok qui sera écrit comme ça. De ce que j'ai écrit pour le contenu TikTok, je vais peut-être en pouvoir en faire un carrousel Instagram. Ouais, totalement. En fait, si tu veux, les tickets qu'on a sur Notion en fonction des sujets, ils peuvent être réplicables sur d'autres types de contenus, comme tu l'as dit, des carousels ou des posts plus simples. Et moi, j'ai fait appel à un ami qui s'appelle Tom Guérin, qui nous a aidé en fait à créer en fait ces templates. Oui, c'est vrai. Petite passe D par rapport à ça. Ouais, que tu m'as présenté, avec qui on bosse. Donc vraiment, c'est quelqu'un de très créatif qui nous a aidé en fait à créer des templates de posts en fonction des thématiques qu'on a données. Donc on lui a donné les clés en main pour qu'il comprenne notre univers et qui nous aide à mettre en avant ces différentes thématiques. Et donc oui, par exemple, on va parler en vidéo d'un hacker et puis la semaine d'après, on va synthétiser cette vidéo-là sous forme de carrousel pour Instagram. Tu vois, en plus de reposter la vidéo une semaine avant sur cette plateforme-là. Ce qui fait qu'en fait tu peux faire des va-et-vient sur les contenus et les réutiliser en fait un maximum. Donc là l'enjeu pour nous aussi c'est de se diffuser un peu plus sur Twitter et de faire ça plus sous forme de thread parce que on va... À Twitter la logique créative elle est limitée entre guillemets parce que vu que c'est beaucoup d'écrits, il y a de la photo un petit peu mais c'est quand même beaucoup d'écrits, en fait c'est du texte pur. C'est ça. Et donc en fait tu peux reprendre le texte potentiellement que tu as utilisé pour ton carousel Instagram et en fait le foutre sous forme de thread en potentiellement en retravaillant quelques éléments juste pour que ça colle un peu mieux au code de Twitter mais en fait qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand ils voient une marque qu'ils connaissent réagir dans leur code à un contenu? Et ben en fait tu crées de la sympathie avec les gens. T'es plus la marque nébuleuse loin où t'imagines des mecs en cravate en train de décider avec des milliards dans les mains, mais tu deviens c'est une manière de retravailler la proximité en tant que marque en fait, je trouve. Tu vois, avant la proximité c'était forcément avoir une boutique dans chaque ville, être proche des gens, pouvoir les rencontrer, etc. Maintenant la proximité sur les réseaux, à mon sens en tout cas, en tant que marque et surtout en tant que marque, en tant que grande marque, c'est de réussir à adapter tes codes de communication en fonction des réseaux et de ce qui est tendance sur le réseau, tu vois. C'est-à-dire que Arcunir sur Twitter, c'est un des boss de Twitter en France, quoi. C'est un des mecs qui est le plus suivi sur Twitter en France. Sur TikTok, réussir à aller réagir à un contenu qui buzz, c'est la même chose. Il y a un truc qui est tendance un peu sur la plateforme dans un instant très court, et tu te positionnes dessus en tant que marque pour que les gens se disent mais en fait elle est incroyable cette marque, tu vois. Et c'est trop cool parce que tu crées de la proximité, de la sympathie avec les gens autour de ta marque, là où si tu le fais pas, en fait tu vas juste on va juste t'appeler en disant ma fibre elle marche pas. Alors, en tant qu'Orange, je prends la position d'Orange, mais ça peut être pareil pour KFC, ça peut être pareil pour McDo, ça peut être pareil pour Burger King, ça peut être pareil pour n'importe quelle grande marque. Si tu fais pas ce travail là, et en fait les gens viennent juste se plaindre ou tracher la gueule ou sont pas intéressés en fait. C'est ça. Ils s'en foutent juste, tu vois. Il y a pas assez de proximité ou de sympathie et donc forcément c'est que pour du négatif en général. C'est ça. Toi pour Vizoom, tu vois, Vizoom qui à la base est ta boîte, donc en fait toi ton truc qui est trop cool, c'est dès le début tu t'es dit comment je crée une communauté autour de mon sujet, tu vois. Et presque avant de te dire à quoi elle va me servir cette communauté, c'est juste comment je crée une communauté autour de mon sujet, elle est là, et maintenant t'es plus dans une logique, et tu vas nous en parler, mais t'es plus dans une logique de maintenant qu'est-ce que j'en fais de cette communauté. C'est ça, tu vois. Est-ce que t'as déjà des idées de ce que t'as envie d'en faire, comment t'as envie d'emmener les gens sur des nouvelles choses, comment t'as peut-être envie de monétiser ton audience aussi? Maintenant sur TikTok on est un peu plus de 300 000 abonnés. Après c'est pas un chiffre très impressionnant pour cette plateforme parce que y en a qui ont des millions et des millions d'abonnés, mais ça reste quand même une très bonne base. C'est quand même costaud. Ça reste une très bonne base, sachant que ce chiffre, on l'a fait en 5 mois. Les 200 premiers 1000 abonnés ont été faits en 2 mois. Donc c'est juste n'importe quoi. Vraiment, l'algorithme très puissant. Ce que je vais en faire, en fait... Mais la qualité, mais pas juste ça sur le dos de l'algorithme, en fait. La qualité de votre contenu aussi, en vrai.
vous avez trouvé la bonne méthode, le bon truc. Hein. Il y a plein de gens, tu sais, il y a plein de gens qui ont 300 TikTok à leur actif et qui sont à 2000 followers, tu vois. Ouais. Donc, non, mais c'est en fait, oui, faut provoquer cette chance. Je dis que c'est de la chance, mais il faut la provoquer justement dans un taf de qualité, consistant, et effectivement, il faut jouer sur ces deux tableaux-là, en fait. Ouais. Et ça marche pour n'importe quel secteur, hein, dans la vie, n'importe quelle opportunité, il faut savoir la créer, en fait. Donc, ouais, j'ai plein d'idées avec mon équipe, plein d'idées de projets pour, en fait, développer et activer cette communauté. Typiquement, tu vois, nous, on en a énormément, hein, des gens qui nous demandent comment les former, en fait, au hacking, à l'open source intelligence, à l'informatique, etc. Franchement, on a beaucoup d'idées. On aimerait bien créer la Vizoom Academy, en fait, pour aider, accompagner les gens à se former là-dessus. Dans un premier temps, gratuitement. Après, pourquoi pas des formations plus poussées et avancées, payantes. Pourquoi pas aussi accompagner les écoles pour créer en fait des concours, des hackathons, des captures the flag, pour justement accompagner les étudiants sur ces thématiques. En créant cette communauté-là, demain, quand tu vas devoir embaucher des gens, quand tu vas devoir trouver des prestats ou des trucs, enfin, en fait, en développant cette communauté, tu te crées un cercle qui te permet de faciliter tout un tas de choses qui, pour plein d'autres boîtes, vont être méga chiantes à faire, tu vois. Trouver les gens dans ces domaines-là, c'est compliqué. C'est une niche. Ouais, c'est ça. C'est une niche. Toi, t'as déjà créé une communauté là-dessus, donc ce sera plus facile. Si demain, t'as besoin de quelqu'un qui t'aide sur un truc que tu sais pas, tu peux aller chercher dans ta communauté quelqu'un qui sait le faire, et donc ça va te faciliter la tâche. Enfin, en vrai, c'est un cercle vertueux, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un cheat code à tout point de vue, quoi. Moi, j'ai déjà posté des offres d'alternance sur le Discord. J'ai déjà reçu plein de candidatures comme ça, alors que normalement, quand tu cherches quelqu'un qui fait de l'informatique, tu galères un peu en tant qu'entreprise sur le marché. C'est ça, mais en fait, c'est vraiment un cercle vertueux dans le sens où ça va consolider notre marque aux yeux de nos clients qu'on a aujourd'hui, qui sont des entreprises. Ça peut être un nouveau business, une nouvelle source d'acquisition d'argent. Ça peut être plein de choses, en fait. C'est à nous de donner la direction avec la communauté et de créer, en fait, ces concepts autour de ça, en fait. Ok. Voilà. Est-ce que tu as peut-être un projet dont tu es le plus fier, tu vois, celui qui pour toi est un peu ta plus grosse réussite, une vidéo, un contenu, un truc où tu t'es dit celui-là c'était un peu le banger du moment, quoi. Ouais, en fait, franchement, le contenu dont je suis le plus fier, pour moi, sans hésitation, c'est la vidéo qui a propulsé le compte sur TikTok. Là, aujourd'hui, elle doit être à 4 ou 5 millions de vues, je sais plus du tout. En fait, cette vidéo-là, à elle toute seule, elle nous a apporté quasiment 100 000 abonnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette vidéo-là, c'est grâce à celle-ci que j'ai pu construire, en fait, mon modèle de création celle de qui contenu. T'a défini ton code. C'est ça, en fait, et je sais pas comment j'ai fait, mais quand j'ai créé cette vidéo, en fait, naturellement, le hook avec le fil conducteur, avec un double hook ou des rappels de termes style hacker, illégal, caméra en ligne, vulnérable, tu vois. En fait, tout ça s'est fait naturellement et je me suis pas pris la tête, j'ai posté ça comme ça et en fait, ça a tellement pris que j'ai eu des problèmes avec TikTok. On s'est fait censurer notre contenu plusieurs fois. La première vidéo, elle a été censurée pour un motif qui peut être le bon, c'est-à-dire en gros illégal. En soi, les techniques que je présente, certaines sont borderline un peu, mais ne sont pas illégales. Donc, si la vidéo elle a été signalée de nombreuses fois ou qu'un modérateur est passé par là et qui voit ça, qui connaît pas grand-chose en juridique, il va se dire ok, ça c'est ultra dangereux, hop, on kill la vidéo, tu vois. Donc moi j'ai dû faire jouer un peu quelques contacts pour leur expliquer que la démarche du compte c'était vraiment quelque chose de sain et pour faire de la sensibilisation, de la vulgarisation, et depuis j'ai plus de problème. Mais vraiment au début j'ai eu un peu des bâtons dans les roues alors que la chaîne commençait à démarrer très fort. Donc c'est vraiment la vidéo dans laquelle je suis le plus fier. Tu peux expliquer un peu de quoi elle parlait ? Ça parlait du Google Dorking. Okay. Google Dorking, en fait, c'est utiliser une syntaxe qui est propre à Google, comme si tu interrogeais en fait une base de données. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux trouver des résultats qui contiennent des fichiers PDF, tu vas taper file .pdf, tu vois. Et en fait, tu peux faire ça avec plein d'agrégateurs, ça s'appelle des agrégateurs. Et en fait, tu peux faire des recherches ultra précises sur ça. C'est tellement puissant qu'en fait, tu peux trouver, par exemple, plein de caméras vulnérables sans mot de passe en ligne. Donc, pourquoi la vidéo a marché, selon moi, c'est que j'ai donné un exemple concret d'une requête Google Dorking
Dorking, hein, c'est juste des mots-clés à mettre dans sa barre de recherche, donc c'est quelque chose que c'est littéralement une recherche Google. C'est ça, c'est tout le monde peut le faire sur son téléphone ou sur son ordinateur, et donc en fait comme c'est quelque chose d'actionnable et de facile à faire pour n'importe qui, les gens ils ont essayé et ils ont trouvé ça fou. En fait, du coup il y a eu énormément d'interactions, ce qui fait que la vidéo est devenue virale ultra rapidement. Et donc, et j'ai fait d'autres sujets de vidéos sur le Google Dorking où tu peux trouver des mots de passe qui se baladent en ligne, parce que par exemple, les développeurs dans une entreprise ou des étudiants, quand ils font des projets à l'école, ils vont mettre le code source de leur projet sur des sites comme GitHub ou GitLab, qui sont des outils de versionning de projets. Et des fois, en fait, ils vont mettre leur mot de passe en clair dans ces fichiers-là, et donc il y a des mots-clés précis à mettre dans ta recherche Google pour pouvoir en fait ressortir tout le code source de ces projets-là avec des mots de passe qui sont en clair dedans. Tu vois. Cette technique a déjà été utilisée plusieurs fois, par exemple pour hacker plein de chaînes Vevo à l'époque. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais Vevo c'était... Je sais pas si ça existe encore Vevo, c'est marrant. Je sais plus. Je sais plus. Ouais, Vevo c'était les trucs de tous les chanteurs en fait. C'est ça. Tous les clips vidéo étaient postés par, je sais pas, Stromae par exemple, c'était Stromae Vevo. C'est ça. Et Vevo c'était, je sais même pas exactement ce qu'ils faisaient. Un network, je pense. Ouais, c'était un network je crois, ou un truc qui centralisait tout. Ouais, en fait. qui centralisait sur les artistes quoi, sur la chanson. C'est ça. Et tous les clips étaient postés par les chaîne nom du mec Vevo. C'est ça. Et sur même la miniature t'avais marqué Vevo, et c'était un peu genre c'est un peu le officiel quoi, c'était pour expliquer que c'était officiel, c'était Vevo. C'est vrai que c'était un peu le label officiel. Ce truc là en fait, c'est non, ouf. je le vois plus du tout. Je le vois plus du tout, mais c'est marrant. Je pense que les gens je serais très curieux de savoir. Ouais, mais en fait c'est un truc, tu vois, c'est typiquement un sujet où tu as eu l'habitude de le voir tout le temps. Aujourd'hui tu le vois plus du tout. Tu t'es jamais posé la question de pourquoi, et donc en fait quelqu'un qui va juste te dire mais qu'est devenu Vevo, tu vas dire mais attends, mais c'est vrai Vevo, tu vois. Et donc en vrai je pense que c'est un contenu qui pourrait être ça peut être intéressant, ouais, carrément. De ouf. Je vais lui envoyer un message après, je vais lui dire carrément, je vais lui dire merci de l'idée pour lui en tout cas. C'est incroyable qu'il sorte une vidéo sur ce sujet là. Ouais, ce serait fou. Mais ouais, pour conclure l'histoire par rapport à Vevo, c'est qu'en fait si tu veux à l'époque il y avait pas mal de vidéos Vevo qui ont été hackées entre guillemets, et les hackers avaient renommé les titres des vidéos, mais genre Despacito, je sais, Despacito il l'avait tué, ils avaient réussi à choper qui était la vidéo la plus vue de YouTube, je crois. C'est ça, ouais. Ils ont renommé en mode hacked by je sais plus quoi, genre en plus tu sais un blaze vraiment qui coulole, tu vois. Et en fait si tu veux au début YouTube avait été mis en tort parce que genre YouTube s'est fait hacker, mais non en fait non, c'est Vevo qui s'est fait hacker entre guillemets parce qu'ils ont une plateforme où ils centralisent un peu toutes ces vidéos là. Et en fait on a appris par la suite que en fait c'est des hackers qui ont juste trouvé dans un code source en ligne accessible à tous en fait les mots de passe en clair du stagiaire ou d'un employé, et ils ont pu accéder comme ça en fait à la plateforme et juste changer les descriptions. Je crois que Micode les avait retrouvés et avait discuté avec eux ou un truc comme ça, il avait fait une vidéo je crois Micode là-dessus, et notamment sur le hacking de Despacito. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est Micode qui avait fait un truc là-dessus. Greg a l'air de dire oui aussi. Je le vois comme ça là, je suis quasiment sûr, mais et il avait échangé avec eux, et en plus genre c'est des mecs qui ont genre 14 ans, 15 ans. Enfin, genre c'est pas le mec en cape noire masqué dans sa chambre qui a 30 ans et ça fait depuis qu'il a 8 ans qui hack des trucs. Non, c'était juste des mecs qui ont fait enfin c'était pas si compliqué en fait, et ouais, ok, donc hyper intéressant ce sujet. C'est ça en fait, tu montres que c'est en fait des fois c'est très simple en fait, tu vois, les gens ils s'imaginent des trucs en mode le hacking, le terminal noir avec l'écriture en vert, j'appuie sur des boutons, je fais des trucs je comprends pas, alors que des fois c'est juste une simple recherche Google, tu vois. Donc c'est ça qu'on voulait montrer aussi à travers ces vidéos. Ok. Et est-ce que à contrario, donc là tu nous as parlé d'un projet qui a été un grand succès, est-ce que t'en as une où tu t'es dit voilà, celle-là si je l'avais pas sortie ça aurait été plutôt pas mal quoi? Là dans ce qui est visible aujourd'hui, non. Par contre à un moment et je pense qu'on a voulu aller trop vite et on l'a retiré très rapidement, c'était justement pour essayer de monétiser l'audience sur les personnes qui nous demandaient un accompagnement sur les bases du hacking ou de l'open source intelligence. En fait dans la précipitation on a vraiment créé la Visum Academy où justement on vendait des formations et si tu veux on avait fait une vidéo de 1 minute 30 avec moi en costume avec le masque et tout dans le personnage de Visum et avec toujours cette voix off un peu mystique robotisée où j'explique que voilà, si tu veux comprendre comment le cybermonde fonctionne, tu peux nous suivre si tu veux apprendre à faire ceci, cela, moi je te montre comment faire, les places sont limitées, enfin bref, je voulais faire vraiment des classes en fait virtuelles où je formais les gens.
Et finalement, je suis un peu revenu sur ça avec mon associé Julien, parce que là, on partait vraiment dans un truc où on allait se précipiter, bâcler quelque chose, alors que de base, c'est pas ça qu'on veut faire, tu vois. C'est proposer du contenu de qualité, que ça soit monétisé ou non. Et on était trop dans l'euphorie du le compte il prend déjà 100 000 abonnés, c'est trop facile, on va faire ça, on va gagner de l'argent. Et au final, on s'est dit non, c'est pas la bonne mentalité à avoir, c'est pas la bonne stratégie. On va mettre ça de côté et on va faire ça vraiment avec des gens qui sont qualifiés pour ça, et quand on aura plus de ressources et de temps. Voilà, c'est vraiment c'est plus qu'une vidéo, c'est un concept en fait, sur lequel on est revenu, mais c'est quelque chose, je suis convaincu qu'il faut faire à un moment ou à un autre. Tu le feras, tu prendras le temps de le faire, mais de le faire bien, quoi. C'est ça. Okay. Petit rituel de fin aussi que tu connais peut-être. Nous, notre définition de marqueur social, c'est un acte créatif qui lie un créateur à sa communauté. D'accord. Est-ce que pour toi, ce serait quoi ton marqueur social? Donc, quelle serait la dernière chose que tu as dit, fait, filmé, la vidéo, un contenu que tu as sorti, qui a vraiment marqué les gens et qui peut être un peu le marqueur social Vizoom en mode du moment en tout cas, parce que potentiellement il y en a un autre qui arrivera dans 2 mois, dans 2 semaines ou demain, tu vois. Mais c'est quoi pour toi le marqueur social de Vizoom? Le marqueur social pour moi, c'est vraiment l'univers qui englobe tout ça, avec la création de ce personnage, parce que aujourd'hui il y a pas mal de gens qui sont marqués par ça, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous taguent dans des vidéos où oui, est-ce que c'est du bullshit, en mode ils attendent une validation, comme si on était un peu le maître, l'expert, tu vois, vu que c'est un héros qu'on essaie de créer, on essaie vraiment de faire passer ça pour vraiment le maître, l'expert du domaine, tu vois. Mais toujours dans un univers qui va évoluer plus tard, un peu en mode un personnage un peu à la Deadpool, tu vois, un peu décalé, pour pouvoir justement se démarquer plus tard potentiellement de personnes qui veulent se lancer dans le même domaine que nous. Et moi, ça me ferait très plaisir qu'il y ait d'autres personnes qui se positionnent un peu sur ce contenu-là sur TikTok, tu vois, ou sur d'autres plateformes. Et juste, moi, je sais déjà que pour s'en démarquer, faut vraiment avoir une personnalité forte, et une marque et un personnage fort en fait. Donc là, les gens sont déjà, pour moi, ont déjà un pied dedans. Ils sont déjà un petit peu imprégnés qu'apparaît cet univers, et moi, ça me consolide dans l'idée qu'il faut que j'aille dans cette direction. Ok. Je sais pas si j'ai répondu. Non, si, donc ton marqueur social pour vous, ce serait le personnage en fait. C'est ça. Ce serait le personnage que vous avez créé et que vous développez en fait. Vous continuez de développer, mais il existe déjà, donc c'est déjà ce qui marque les gens. Ok, bah trop bien, super réponse. Trop cool. Merci en tout cas Ilyes d'être venu et d'avoir répondu à nos questions, d'avoir discuté ensemble pendant combien de temps, Grégoire? Déjà 1h20, c'est vrai, écoute, ça fait 20 minutes. C'est clair, c'est passé super vite. Là, j'ai même pas fini mon verre d'eau. Écoute, merci à toi surtout de m'avoir invité, parce que c'était vraiment un échange, je trouve, très intéressant, même si on s'est déjà rencontrés avant, on a parlé un peu de tout ça. Vraiment, en rentrant vraiment de manière plus profonde dans ces sujets-là, je trouve que j'ai beaucoup appris en venant aujourd'hui. Tu te poses la question, tu essaies de théoriser un peu les choses, quoi. C'est ça, mais même des choses que j'ai faites, tu vois, rien qu'en les réexpliquant, tu vois, en essayant de les réexpliquer, en fait, je comprends pourquoi ça a marché et d'autres choses n'ont pas marché. Donc voilà, franchement, merci à vous pour l'accueil et pour m'avoir invité. Merci à toi d'être venu, et merci à Grégoire d'avoir préparé cet épisode aussi. Merci Grégoire.